À Orléans, cette fois, c'est le quartier de l'Argonne qui a connu des violences. Dans la nuit de vendredi à samedi, une voiture bélier a été projetée contre la baie vitrée de la mairie de proximité. Le commissariat du quartier était également visé. Dans les deux cas, des cocktails Molotov ont été utilisés. Il n'y a pas eu de blessés. Dans la nuit de samedi, il y a eu d'autres incidents. 2 véhicules ont brûlé, une tentative d'incendie sur un transformateur d'EDF. Et puis, il y a eu des échauffourées avec la police. Certains parlent de guet-apens. Florent Montillot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre invité ce soir. Vous êtes l'adjoint à la sécurité d'Orléans. Vous étiez évidemment tout ce week-end sur place. Qui sont ces jeunes qui ont attaqué et est-ce qu'on connaît leur motivation ? Alors la motivation, on a affaire à des jeunes qui effectivement étaient déterminés. La motivation, on est très probablement, je ne veux pas donner les résultats de l'enquête avant qu'il ne tombe de façon officielle, mais il y a eu plusieurs interpellations et arrestations ces derniers temps sur des trafics de stupéfiants, des réseaux qui tombent et donc des collaborateurs, collègues, membres de réseau qui essaient de se venger avec détermination contre à la fois les forces de police et en même temps tout ce qui peut représenter une institution, mairie et police nationale, par exemple. On parle aussi d'un jugement, ça s'est passé jeudi, une femme du quartier a écopé de 8 mois ferme. Il y a eu une agression. Une violence sur une policière nationale, cette fois-ci, une agression. Bon, c'est une jeune fille extrêmement connue des services de police, tant de la police nationale que de la police municipale. C'est pas la première fois qu'elle se rebellait et qu'elle agressait des agents de police. 8 mois ferme, c'est quand même beaucoup. Certains parlent d'injustice. Écoutez, sincèrement, pour bien connaître le sujet, la famille et la personne en question, je peux vous dire que depuis maintenant 10 années que nous travaillons sur ce quartier, sur les problématiques de sécurité, il n'y a pas une année où nous n'avons pas affaire à un membre de cette famille, voire à cette jeune fille, à plusieurs reprises ces derniers mois. Je dis bien à plusieurs reprises. Florent Montillot, comment on en est arrivé à un tel climat de violence? On sait que le commissariat du quartier est fermé à partir de 18h, qu'il est même fermé le week-end. On avait aussi parlé des unités territoriales de quartier. Les UTEC. Les UTEC, est-ce qu'elles existent encore? On parle de les supprimer. La police municipale est aussi sur place. Alors que fait la police? Alors je crois qu'on évoque le fait que des individus sont très déterminés. Pourquoi déterminés? Parce que quelque part on est en train de leur couper leur vivre. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'ont plus la drogue pour vivre, ils n'ont plus de quoi écouler, ils perdent leur business. Il faut être très très précis. Donc ça les rend évidemment très nerveux. Et ça les rend déterminés. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, et ce que je crois que nos spectateurs et téléspectateurs peuvent comprendre, c'est que nous sommes beaucoup plus déterminés qu'eux. Parce qu'il faut comprendre que je viens de voir à la fois ce qui s'est passé à Fayologe, à Artenay, qui ne sont pas des coins particulièrement sensibles, des zones particulièrement sensibles. Quand on voit dans le reportage ce qui est devenu le Carrefour Market, quand on voit l'assassinat de cette personne sur Artenay, on voit tout de même qu'à dans un quartier qui est qualifié de sensible, avec à la fois la détermination, les moyens et la coopération, on arrive à endiguer immédiatement ce phénomène. Cela dit, il n'y a pas eu d'interpellation, ça semble difficile. Il y a un climat, il y a la loi du silence. C'est très difficile d'identifier les gens. C'est quand même un échec. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible, Bérénice. Moi, je vais vous dire, d'abord, premièrement, on pourrait avoir aujourd'hui, comme dans d'autres villes cet été, une mairie de proximité, une mairie de quartier incendiée, bâtiment rasé, un bâtiment de police nationale rasé. Or, vous l'avez montré tout à l'heure sur les photos, on a en tout et pour tout, effectivement, il ne faut pas le minimiser, 3 baies vitrées qui ont été cassées par le véhicule qui a été projeté contre, hein, c'est une mairie qui est entièrement en verre, et deux petites taches noires sur les tentatives qui visaient le poste de police nationale. Mais pourquoi? Parce que à partir du moment où la vidéo, les téléopérateurs de la police municipale ont vu qu'il y avait des individus qui commençaient à s'agiter dans ce secteur, ils ont tout de suite alerté leurs collègues de la police municipale. À la seconde même où ils ont envoyé le véhicule bélier contre les vitres d'entrée de la police, une minute. Pour vous, il y a eu guet-apens ou pas? Il y avait, je ne sais pas si on peut parler de guet-apens, parce que c'était pas pour attirer la police, c'était pour détruire des bâtiments qui incarnaient l'autorité publique. Un bâtiment de police nationale, un bâtiment qui incarne la mairie. Donc c'est clair, c'était pas un guet-apens sur les policiers, puisque les policiers n'ont pas été visés. Par contre, les policiers municipaux sont arrivés en 1 minute 30 secondes. Et ce qui aurait pu mal se terminer, c'est justement très bien terminé, au sens où les bâtiments ont été sauvegardés, où dès le samedi matin à 8h30, j'étais avec Jean-Luc Poisson, l'élu de quartier, les 2 agents du service administratif étaient à l'accueil, et j'ai pu voir les personnes qui rentraient et qui sortaient. Bien. Et puis, il faut le dire, nous avons continué les autres nuits avec les parents relais, avec la police municipale, avec une excellente coopération avec la police nationale, et lorsque des individus sont arrivés déterminés avec leur véhicule bélier, ils ont été obligés immédiatement de sortir de leur véhicule et de s'enfuir. Je ne doute pas qu'avec les caméras de vidéoprotection et tous les films que nous avons,
la police judiciaire et la sûreté départementale trouvera les auteurs assez rapidement. Merci Florent Montillon, on suivra l'affaire. La ville d'Orléans a instauré un couvre-feu dans les quartiers sensibles pour les mineurs de moins de 13 ans. Le nouveau maire de la ville a pris cette décision qui avait été auparavant annulée dans d'autres localités par les tribunaux administratifs. Voyons sur le terrain comment s'applique ce couvre-feu, Loïc Delamornay et Bernie Mériot. Depuis 1 heure, le couvre-feu est entré en vigueur. Il est minuit. Jusqu'à demain matin 6 heures, les mineurs de 13 ans non accompagnés sont interdits de circulation dans ce quartier réputé sensible. La municipalité entend ainsi préserver ces jeunes impliqués malgré eux dans les trafics et les rixes auxquels se livrent leurs grands frères. Ils sont utilisés, ils sont manipulés par des délinquants plus âgés qui les prennent par exemple comme passeurs de drogue ou comme guetteurs. Donc en quelque sorte ils deviennent complices des délinquants et des trafiquants. Problème, ce soir les rues et les places sont vides, désespérément vides. Parents, grands frères, moins de 13 ans, toute la cité dort. Exception notable, ces 2 garçons. Manque de chance, ils ont manifestement plus de 13 ans et ne semblent pas convaincus par le nouvel arrêté municipal. Voilà quelques exemples que je voulais vous donner. Ah mais vous parlez des gamins de 13 ans, regardez, vous voyez un gamin de 13 ans là-dedans, il n'y a personne. Non mais justement, c'est très clair. Mais justement... 1 heure du matin, le quartier souffre toujours de désertification juvénile. Là on n'en a pas vu beaucoup ce soir. Non, mais apparemment, regarde mes collègues, à partir de ces heures-là, on n'en voit pas beaucoup. Cette première nuit s'achèvera sans une seule reconduite de mineurs chez ses parents. Selon la municipalité, l'absence d'enfants dans les rues ce soir-là prouve que la dissuasion a fonctionné. Pour justifier son arrêté, la mairie évoque une augmentation de 10% de la délinquance dans ces quartiers depuis le début de l'année. Chiffre contesté par la préfecture qui ne parle que de 3 cas impliquant des jeunes mineurs. Quant à l'opposition, elle estime que cette mesure n'apporte rien de nouveau. Si vous êtes un policier national, eh bien, vous voyez un jeune de 8 ans dans la rue à 2 heures du matin, vous vous arrêtez, vous vous occupez de lui, sinon vous faites une faute professionnelle. Vous comprenez? Donc l'arrêté du maire, il n'ajoute absolument rien. Opposé au couvre-feu, le préfet du Loiret dispose de 15 jours pour faire appel devant le Conseil d'État. La prise d'otage, c'est donc terminé sans effusion de sang. À Orléans, le forcené qui retenait un employé de la communauté d'agglomération s'est finalement rendu après quelques 8 heures de négociations avec les policiers du RAID. Diane Gouffran, vous êtes sur place depuis quelques heures maintenant. On craignait le pire avec ce forcené, mais finalement, personne n'a été blessé. Oui, vous l'avez dit, hein, Rachid, c'est un dénouement heureux et heureusement. Donc le forcené était armé, mais c'était un fusil Fastis. En revanche, il avait avec lui apparemment des explosifs artisanaux, mais qui auraient pu fonctionner. Donc on aurait effectivement pu craindre le pire. Alors à 11h, il s'est présenté à l'accueil de l'immeuble qui est derrière moi, la communauté d'agglomération d'Orléans. Il a voulu rencontrer un des directeurs. Celui-ci ne s'est pas présenté. Du coup, le forcené s'est un peu énervé. Il est monté à un étage, il est rentré dans un bureau et il a pris en otage un agent de la voirie. Il l'a ligoté quelques instants avant de rapidement défaire ses liens. Ensuite, il est resté très calme durant tout le temps des négociations. Et puis, selon les informations que j'ai pu obtenir, sa compagne aurait grandement favorisé ce dénouement heureux grâce par téléphone. Elle lui a fait savoir par l'intermédiaire de téléphone et des négociateurs, elle lui a fait savoir qu'elle lui demandait de vite en terminer, car ainsi elle pourrait plus vite le retrouver et il n'y aurait ainsi pas de dégâts. Effectivement, et cet homme n'est pas un inconnu à Orléans. Beaucoup en ont parlé aujourd'hui. Oui, effectivement, il est très connu de la municipalité d'Orléans, de la vie politique d'Orléans, car c'est un ancien militant de gauche qui ensuite est passé à droite. Mais finalement, il a été très déçu de cette vie politique d'Orléans qui a déçu toutes ses ambitions. Alors c'est un homme âgé d'une 60aine d'années qui était également ancien plombier, qui avait du mal à finir ses fins de mois et qui finalement n'arrivait pas à se faire entendre. Il avait des problèmes, il n'arrivait pas à mener ses projets à terme. Donc en fait c'est un coup médiatique aujourd'hui qu'il a voulu monter, il a voulu faire parler de lui, c'était le signe d'un homme en détresse. Je vous propose d'écouter le maire d'Orléans, Serge Brouard. Il a participé aux négociations et il connaît très bien le forcené. Écoutez-le au micro de Rémi Perrault.
Je crois que on n'arrive pas à ce type de geste sans qu'il y ait effectivement des problèmes qui sont restés à l'intérieur pendant très très longtemps. Alors l'enquête le dira, mais il a certainement vécu des déconvenus et il est dans une situation de fragilité, de détresse, c'est évident. Et je l'ai vu tout à l'heure, je vous dis, je le connais depuis longtemps et je l'ai bien vu simplement à son visage et à son regard. Et certains membres de la municipalité d'Orléans qui étaient présents lors de ces négociations et qui le connaissent très bien ont promis de plaider sa cause devant la justice. Diane Gouffran, envoyée spéciale à Orléans pour cette affaire de prise d'otage qui s'est bien terminée avec Clément Brisson et Rémi Pierrot.